Sonate quasi una fantasia, opus 27, numéro 2, dite du clair de lune. Adagio sostenuto en ut dièse mineur, en C barré, et non à quatre temps, mais cependant à la cadence de 60 à la noire. Avant que d'aborder sous l'angle du commentaire instrumental l'étude analytique de cette seconde sonate de l'opus 27, dont Beethoven nous prévient qu'elle est, de même que celle qui précède, conçue sous le signe de l'improvisation, et qui partage avec la pathétique et la passionata le redoutable privilège de se voir inscrite d'office dans le répertoire de tous les pianistes, on voudrait mettre en garde l'éventuel usager de ce disque contre l'adoption des deux fictions traditionnelles et également erronées qui n'ont cessé d'en suggérer la traduction imaginative. En premier lieu, la version anecdotique qui consiste, avec une affligeante banalité romanesque, à figurer la douloureuse méditation du sublime adagio initial sous les aspects d'une promenade en barque sur le lac des Quatre Cantons, et on est ici en droit de se demander pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, d'où la dénomination, hélas, universellement admise de sonate du clair de lune, reportée sur l'ensemble de l'œuvre. Et, encore qu'ici on puisse, à première vue, s'en remettre à un accord plus valable avec le caractère expressif fondamental d'un bouleversant message émotionnel, par l'acceptation de la croyance qui en fait dépendre l'inspiration première du choc ressenti par Beethoven lorsqu'il se voit tenu de renoncer au rêve exalté d'une union possible avec la dédicataire de l'œuvre immortelle, son élève du moment, la jeune comtesse Giulietta Guicciardi. Mais cette supposition se trouve à son tour entièrement démentie par le seul fait matériel de la rédaction de la sonate, laquelle se voyait complètement achevée et même publiée antérieurement à la cruelle déception dont il devait longuement porter le deuil. Et, selon moi tout au moins, ce serait par une référence impressionnante au déchirant document connu sous la désignation de testament d'Heiligenstadt, dont la rédaction est contemporaine de celle de l'œuvre qui fait l'objet de ces remarques préalables, qu'il conviendrait de s'en remettre pour tenter d'établir un contact spirituel compréhensif avec l'état d'âme dans lequel se trouvait en 1802 celui qui se voulait le frère de tous les humains et auquel la certitude désespérée de se voir désormais à jamais privé, par l'évidence d'une incurable infirmité, de tout rapport social avec les êtres qui l'entouraient, mais lui infligeait en supplément cette torture terrifiante au regard de son art, de ne plus pouvoir entendre les moindres résonances de ces chants qu'il portait en lui et qui n'ont plus de réalité que dans son imagination. Et maintenant, et en y recommandant comme introduction indispensable la lecture du texte désolé, auquel on croit pouvoir assigner une étroite concordance avec la signification intérieure du chef-d'œuvre, on souhaiterait que les remarques suivantes accordées à la traduction pianistique se puissent de légitimer l'hypothèse interprétative à laquelle on vient de se reporter. Tout d'abord, concernant l'adagio sostenuto, auquel l'adjonction par Beethoven d'un significatif indice cadentiel de C barré, qui se doit d'y proscrire l'adoption du tempo languissant auquel se soumettent trop souvent
les exécutions exagérément sentimentalisées et qui devrait par suite s'identifier à une énonciation rythmique d'environ 60 à la noire, ainsi qu'on l'a mentionné au début de ces observations. D'autres prescriptions beethoveniennes se devront d'y être envisagées en tenant compte des ressources actuelles de la facture pianistique, comme par exemple cette recommandation liminaire en italien, dont voici la traduction approximative: tout ce morceau doit être joué délicatement et sans l'emploi de la sourdine. On ne croit pas superflu de rappeler que l'usage de celle-ci, au moment de la composition de cette sonate, consistait à interposer entre la corde et le marteau une bande de feutre qui en altérait le timbre d'une manière très particulière et qui ne saurait être assimilée aux pénétrants résultats expressifs obtenus dans les instruments actuels par la mise en action de 2 cordes sur 3 de leur registre moyen, permettant par sympathie sonore la discrète vibration complémentaire de la corde non utilisée. Donc, on ne peut qu'y conseiller l'emploi simultané des 2 pédales, seul capable d'y créer l'atmosphère d'enveloppement harmonique duquel se détachera par une pression constamment sensibilisée des 4e et 5e doigts de la main droite l'énonciation pathétique d'une plainte sans espoir et dont l'exemple suivant voudrait s'employer à souligner les modalités. Exemple musical. Puis viendra l'épisode médian, au cours duquel et pendant quelques mesures, le dessin d'accompagnement en triolet abandonne son principe organique de fixité mélodique pour s'aventurer, à l'image fictive d'une frémissante tentacule sonore, vers l'interrogation d'un registre instrumental non encore abordé dans la rédaction de cette page, et dont la démarche douloureusement éplorée s'articule sur une persistante tenue de dominante à la main gauche. L'interprétation de ce fragment, dépourvu de toute nuance dans l'édition originale, prête malheureusement à de flagrantes contradictions expressives. Les unes respectueuses de la lettre écrite, y maintenant la nuance piano et sans aucune altération du mouvement initial, les autres tenant compte du décrescendo mentionné avant le rappel du thème générateur et plus près à notre gré de l'accent angoissé dont s'anime l'esprit de ce passage,
y faisant intervenir les modalités conjointes d'une tension rythmique et d'un crescendo momentané susceptible d'en accuser le caractère de plainte anxieusement interrogative. Voici au reste de quelle manière ces deux propositions se présentent au choix de l'exécutant. Premier exemple, dans la nuance piano soutenue et avec un rythme sans altération. Deuxième exemple, comportant à la fois animation émotive du tempo et intensification de la sonorité. Et, dernière recommandation à l'adresse de l'interprète, soucieux de ménager à sa traduction la physionomie de fatalité que lui départit l'intention certaine de Beethoven, faire ressortir, à la manière impressionnante d'un glas lointain, les graves énonciations sourdement étouffées, mais de précision rythmique absolue, du sol dièse, dont les répétitions menaçantes s'inscrivent à la basse en tant que conclusion de cette évocation accablée d'un avenir sans espoir. Exemple. Allegretto à 3/4, rythme métronomique 69 à la blanche pointée. Puis, voici l'allegretto, fleur entre deux abîmes, disait Liszt, et dont on se gardera d'assimiler le caractère physionomique à celui du menuet, dont il épouse en apparence, mais en apparence seulement, le comportement traditionnel, à l'exclusion de la première reprise qui ne s'y voit pas répétée. Il s'agit ici d'un intermezzo, teinté par les expressions d'une mélancolie attendrie, secrètement sensibilisé par le souvenir d'un bonheur évanoui, et qui s'inscrit dans un intime sentiment de subjectivité émotive et en y empruntant l'image d'un regret voilé par un sourire au cœur de la composition, dont il respecte ainsi la caractéristique unité expressive, tout en lui ménageant un élément de contraste adouci qui ne peut qu'intensifier
la dramatique signification des deux mouvements fondamentaux qui l'y encadrent. On veillera donc à s'y abstenir tout à la fois d'un tempo trop rapide et d'une accentuation rythmique trop affirmée. La rédaction beethovenienne originale ne comportant la mention d'aucun forte, et d'en envisager la traduction sous l'angle du feuillet d'album d'intention secrètement persuasive et non sous les dehors cadentiels d'un allègre divertissement chorégraphique. Voici au demeurant l'exemple instrumental destiné à corroborer les suggestions qui précèdent. Exemple instrumental. Presto agitato à 4 temps. Tempo conseillé 88 à la blanche. Là aussi, et de même que pour l'adagio initial, l'interprétation traditionnelle de ce final se voit tributaire d'un commentaire descriptif formulé par de Lenz voici plus d'un siècle et qui fait encore école dans la plupart des milieux scolastiques, déterminant à contresens la sensation physionomique de l'ouragan déchaîné, là où il s'agit de traduire la fièvre exaltée et les atteintes intérieures de l'homme qui vient de se déclarer la plus malheureuse des créatures de Dieu. Voici les termes de l'aventureuse métaphore employée par l'auteur responsable de la formule des 3 styles de Beethoven pour caractériser la tendance orageuse qui, selon lui, se devait de souligner les énonciations du thème générateur à chacune de ses apparitions dans le cours du morceau. Ce sont, dit-il, des coulées de lave enflammées. À chaque sommet de leurs incessantes ascensions, 2 coups de tonnerre éclatent et les rejettent à nouveau à leur point de départ. Comparaison figurative d'entendement facile et qui, par là même, se pouvait de dispenser plusieurs générations de pianistes en devenir d'une interrogation plus approfondie du sens d'émotions frémissantes dont les 3 motifs thématiques du message sonore dicté par les affres des lendemains, habité par les certitudes de l'isolement définitif, enregistrent les accents diversement exprimés et par des moyens instrumentaux non encore accordés à l'époque aux ressources progressives du pianoforte. Et si en effet une nerveuse contraction des doigts sur l'attaque du premier des 2 accords qui mettent fin au mouvement mélodique effervescent de la figuration ascendante en double croche de la main droite se doit d'y provoquer la sensation d'un choc soudain, soutenu par un bref emploi de la pédale forte, ce sera néanmoins sous le couvert d'un sforzendo incisif d'intensité impulsive judicieusement contrôlée, et non du fortissimo dévastateur
auquel s'applique la comparaison dont on vient de faire état. Accentuation suffisante par rapport à l'articulation mystérieusement assourdie des fragments mouvementés qui en précèdent les explosions conclusives et qui, dans le manuscrit de Beethoven, se voit accompagnée de la mention « con sordine ». C'est, croyons-nous, sous cet aspect de fièvre intérieure qu'il conviendra d'entendre ici l'intention beethovenienne pour la traduire à son maximum de signification subjective. L'exemple suivant voudrait s'employer à légitimer cette interprétation de caractère personnel. Exemple instrumental. Puis, second argument thématique, accompagné ici des frémissements complémentaires d'une basse harmonique sourdement bourdonnante et dont on s'efforcera de dégager les palpitantes inflexions en les accordant à l'expression d'un sentiment de douloureuse anxiété. Exemple instrumental. Et enfin, et détenant en quelque sorte le rôle additif d'une coda incidemment inscrite dans le comportement dialectique de cette première reprise dont on ne saurait conseiller lors de l'exécution définitive l'emploi traditionnel, étant donné l'affaiblissement expressif qu'il apporte à l'impétueux élan de la proposition musicale. Ce sera le troisième argument thématique. Épisode d'émouvante signification pathétique dont les inflexions ardemment effusives s'imposent d'elles-mêmes à la traduction de l'interprète imaginatif, sous le couvert d'un semi-portando destiné à y remplacer le staccato de l'édition originale. Car l'adoption de celui-ci, fruit vraisemblable d'une notation hâtive dans le manuscrit beethovenien, et non amendé lors de l'impression, s'avère en effet musicalement impensable, étant donné l'évidente tendance émotive reflétée par les intonations de ce nouvel élément générateur. Et on s'y gardera tout autant de l'exécution indifférente et superficiellement détachée que de la déclamation exagérément emphatique qui ne saurait répondre ni l'une ni l'autre à la signification de son palpitant contour mélodique. Exemple instrumental. Ce sont là les trois aspects expressifs essentiels auxquels se conformera l'évolution ultérieure du morceau, en d'éloquentes alternatives de révolte combative et d'acceptation angoissée, et dramatisé lors de sa conclusion
par la sorte de cri désespéré, suggéré par les vibrations paroxystiques du tri strident dont la dissonance amorce la chute éplorée de la palpitante cadence mélodique qui semble y correspondre à l'abandon de tous les espoirs. Je me suis autorisé de l'orageuse intention accordée par Beethoven à ce dernier fragment pour y amplifier, par l'adjonction à la main gauche d'une figuration épousant les véhémentes inflexions des arpèges de la partie supérieure. Bien entendu, je laisse à la discrétion de l'exécutant le soin d'utiliser cette variante. Exemple instrumental.